a été accusé par le maréchal Idriss Déby Itno de déstabiliser son pays, de faire semblant de le soutenir en même temps qu'on soutient ses ennemis. C'est toujours la France qui fait et c'est toujours la France qui critique et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidat. D'abord, s'il vous plaît, ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer. Laissez-moi finir. Le président Tchani nous dit le rappel sauve l'âme, mais il y a des Africains qui ne veulent pas pratiquer le rappel. Allahu Akbar, comme on dit chez les musulmans. Le rappel sauve l'âme. Si tu n'as pas de mémoire, ne fais pas de politique. Après la Centrafrique en 2016, le Mali en 2022, le Burkina et le Niger en 2023, c'est au Tchad et au Sénégal de déclarer persona non grata les troupes françaises stationnées sur leur territoire. Les autorités tchadiennes ont pris cette décision historique à la fin de la visite en N'Djamena d'un ministre français, tout un symbole. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, selon un communiqué officiel qui annonce la fin de l'accord de défense liant les deux pays. C'est une gifle, a commenté la télévision française, rappelant que le Tchad est le dernier allié français au Sahel. Et suite à l'annonce de cette importante décision, des milliers de Tchadiens sont sortis dans la rue pour apporter leur soutien aux autorités. Commençons par parler de la situation au Tchad. Du point de vue des autorités tchadiennes, et cela depuis très longtemps, qui est le principal coupable de la déstabilisation du Tchad? Répondez ici. Nous tous on était là sur la terre. Et vous connaissez une conférence célèbre délivrée par le maréchal Idriss Déby Itno devant les journalistes de France 24 et RFI. Lors de cette conférence célèbre, le maréchal Idriss Déby Itno délivrait le nom de la principale puissance qui déstabilise le Tchad. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué N'Djamena ici, la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, j'ai dit je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidat. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, à passer par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Ce que j'ai entendu de la bouche de celui qui a été président du Tchad pendant pratiquement 27 ans, presque 30 ans, c'est que son pays est principalement déstabilisé par l'ancienne puissance coloniale. Dites-moi si j'ai mal entendu, hein, parce que je peux être fatigué là et je n'entends pas bien. C'est ce qu'il a dit, non? Bon. Aujourd'hui, nous apprenons de la part du gouvernement tchadien, sous la direction du fils de celui qui vient de parler, à savoir donc le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad,
nous apprenons qu'il a décidé souverainement que l'armée française doit se retirer de son territoire. Bon, allons lire un peu la décision tchadienne pour essayer de comprendre les motivations. Parce que ce qui sera très étonnant, c'est de se rendre compte que les motivations de la décision tchadienne en 2024 ressemblent comme deux photocopies, comme deux gouttes d'eau, à ce que nous avait dit le père, le maréchal Idriss Déby Itno. Car sur quelle base le Tchad s'est-il fondé pour récuser la présence militaire française sur son territoire? On va lire le communiqué ensemble. Aujourd'hui, là, moi, je ne dis rien. Je transmets seulement. D'abord, à l'issue de sa rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, le ministre tchadien des Affaires étrangères s'est exprimé, je crois que c'était sur le perron du palais présidentiel de N'Djamena. On est très heureux de cette visite du ministre français des Affaires étrangères. Cette visite permet d'apporter plus de lumière sur les capacités de notre pays à soutenir les réfugiés à l'est du Tchad. Nous avons plus d'1,5 million de réfugiés aujourd'hui soudanais sur notre territoire. Cette situation, monsieur le ministre l'a très bien compris, c'est une situation unique, c'est une situation qui nécessite beaucoup d'efforts de la communauté internationale pour que les Soudanais qui sont sur notre territoire, qui sont accueillis avec beaucoup de générosité, de fraternité, puissent être intégrés, réinsérés dans la société. C'est la politique du gouvernement de faire un nouveau plan de développement et de prendre ces réfugiés comme une opportunité économique plutôt que comme une charge pour les populations. Et pour cela, nous avons besoin du soutien de la communauté internationale et j'ai cru comprendre que la France va nous accompagner sur ce plan. Et nous avons aussi abordé le problème de la crise au Soudan. Cette crise au Soudan relève de la responsabilité des belligérants au Soudan qui doivent prendre leurs responsabilités pour un cessez-le-feu et pour qu'il y ait un couloir humanitaire permettant l'acheminement libre de l'aide humanitaire et pour la protection des civils et pour la protection du droit international. Voilà en gros ce qu'il faut dire de cette visite qui est une visite fructueuse qui renforce nos relations bilatérales à tous les points de vue. Et la France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, le Tchad a mûri et le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté. La France est un partenaire, mais elle doit considérer que le Tchad a mûri, le Tchad a grandi, le Tchad est désormais un partenaire jaloux de sa souveraineté. Ça, c'est ce qu'il a dit dans la journée. Quand le ministre Jean-Noël Barrot a pris l'avion pour partir en France, quelque chose est sorti derrière. Qu'est-ce qui est sorti derrière? Un communiqué du gouvernement tchadien. Et voici le communiqué. République du Tchad, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale, et, attendez, je prends mes lunettes, et des Tchadiens de l'étranger, cabinet du ministre, N'Djamena, 28 novembre 2024. Communiqué de presse. Malé. Hopalo. Écoutez ce que le communiqué a sorti après. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française révisé, date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision prise après une analyse approfondie marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Signé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala.
Voilà le communiqué. Donc, quand le ministre Jean-Noël Barrot est là, son collègue tchadien se contente de dire que le Tchad est désormais jaloux de sa souveraineté. Dès qu'il monte dans son avion pour partir, son collègue publie un communiqué officiel pour dire que l'accord de coopération et de défense avec le Tchad est rompu entre le Tchad et la France. La question que beaucoup de mes amis me posent ce soir, c'est pourquoi cette décision du Tchad, selon les éléments d'analyse que nous avons à notre disposition. Et il y a une deuxième question qui revient sur tous les réseaux sociaux. Faut-il croire en la décision du président Mahamat Idriss Déby Itno quand on sait qu'il est issu de la cuisse du néocolonialisme français en tant qu'héritier du régime dictatorial de son propre père? Voilà la deuxième question qui tourne sur tous les réseaux sociaux. Je vais affronter ces questions à partir de mes éléments d'analyse pour tenter d'éclairer la lanterne de mes contemporains. Commençons par la première question. Pourquoi le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, prend-il la décision de rompre l'accord de coopération militaire qui, renouvelé depuis les années 60, liait la République du Tchad à la République française? Ma réponse est claire, on ne va pas perdre du temps dessus. La réponse se trouve dans l'interview du président Idriss Déby Itno, le père, le maréchal, que vous avez entendu juste avant. Idriss Déby Itno a dit, avant de mourir, qu'il n'avait pas confiance au partenariat avec ses tuteurs français, parce que ceux-ci étaient tantôt avec lui, tantôt avec ses adversaires, mieux ses ennemis. Que les mêmes qui l'avaient imposé à la tête du Tchad veillaient à le fragiliser. Donc, Mahamat Idriss Déby avait compris que la politique française au Tchad consistait à maintenir au pouvoir en N'Djamena quelqu'un qui n'ait pas une capacité réelle de gouverner. Qu'il s'agissait de maintenir un pouvoir fragile au Tchad, de telle façon que le Tchad reste à la botte du néocolonialisme français. Mahamat Idriss Déby Itno, fils de son père Idriss Déby Itno, l'a compris. Et s'il dit qu'il met fin à l'accord de coopération et de défense, c'est parce qu'il considère précisément que la fragilité, que ce soit celle du régime de son père ou la fragilité de son propre régime, elle est liée à cette duplicité. Écrivez ça. La raison principale, c'est que Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas confiance en ses tuteurs. Tilana, ambassade, ça veut dire écrivez ça. C'est une crise de confiance entre l'élite qui dirige aujourd'hui le Tchad, à travers la personne du président Mahamat Idriss Déby Itno, et l'élite qui dirige aujourd'hui la France, à travers la personne du président Emmanuel Macron. Les raisons viennent de la méfiance née de cette duplicité qui avait déjà été dénoncée par l'ancien président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Les Africains n'aiment pas tous la vérité, mais c'est ça qui est la vérité. Ceux qui pensent que cette rupture est une feinte se trompent. Parce que cette rupture nous éclaire rétrospectivement sur le fait que le maréchal Idriss Déby Itno n'est pas forcément mort assassiné par des rebelles et des terroristes. Sa mort est en rapport avec sa liberté de ton dans les dernières années de son pouvoir. Ça aussi, écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. Écrivez. Voilà pour la première question que vous vous posez. Mais certains font comme s'ils n'ont pas la réponse. Le père Idriss avait déjà répondu avant de mourir. Ou bien vous ne l'avez pas écouté. Mais comme vous ne l'avez peut-être pas écouté, attendez, on va donner la parole à M. Chassaigne André. Lui, c'est un député qui est intervenu à l'Assemblée nationale française. André Chassaigne explique l'histoire de la déstabilisation de la République centrafricaine. Monsieur Chassaigne, est-ce que vous êtes là? Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé en République centrafricaine. Pour que nous sachions qui a déstabilisé la République centrafricaine pendant plusieurs décennies. Vous avez la parole, monsieur Chassaigne. Ce n'est pas de cet intérêt. Non. Pour commencer. Allez-y, parlez. Pour qu'on comprenne mieux le père Déby. Allez-y. C'est un député français, hein, c'est pas moi. André Chassaigne. Il parle en 2013 à l'Assemblée nationale. Allez-y, André. Monsieur le Président. Oui. Mes chers collègues,
messieurs les ministres, c'est avec émotion que je m'associe au nom de mon groupe à l'hommage unanime rendu aux soldats morts en Centrafrique. Oui. À peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain. C'est pas moi. Hein. Après l'opération Serval qui devait s'achever en juillet dernier, le président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1600 soldats français. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. Allez-y, monsieur le député. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 selon le classement de l'indicateur de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique, utilisé lors de nombreuses interventions militaires dans la région. Allez-y, monsieur Chassaigne. La France n'est pas étrangère à la situation chaotique que connaît ce pays. Elle porte une responsabilité historique dans la tragédie centrafricaine. Elle n'est donc pas la plus qualifiée pour intervenir. C'est un paramètre que nous ne pouvons pas ignorer, même si, je le dis clairement, il n'est pas question de tergiverser pour la protection des populations civiles, premières victimes des violences sanglantes qui déchirent ce pays. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a déclaré, face à la communauté française de Bangui le 13 octobre dernier, je cite, « Sachez que l'amitié traditionnelle qu'a portée la France à la Centrafrique, nous voulons la manifester de nouveau pour aujourd'hui et pour demain. » Pourtant, notre histoire commune est marquée par de sombres affaires. Nous gardons en mémoire le pitoyable sacre de l'ancien sous-officier de l'armée française devenu l'empereur Bokassa Ier en présence de la diplomatie française. Malgré ce soutien, le président Valéry Giscard d'Estaing a décidé de débarquer son ancien ami devenu trop encombrant, incontrôlable, qui menaçait nos intérêts pour installer au pouvoir le président David Dacko pour ensuite favoriser la dictature du général Kolimba. Il sera remplacé par le dictateur Ange Félix Patassé, qui sera quant à lui chassé du pouvoir en mars 2003 par le général Bozizé, un jeu de chaises musicales orchestré par l'ancienne puissance coloniale. En 2007, face à la multiplication des mouvements rebelles sous influence soudanaise et tchadienne, les parachutistes français sautent sur Birao, dans le nord de la République centrafricaine. C'est de ce nord musulman qu'est venue en décembre 2012 l'offensive des rebelles de la Séléka qui, le 24 mars dernier, porta au pouvoir Michel Djotodia. Dans un réflexe hérité de l'histoire, le président Bozizé a vainement appelé à l'aide la France avant de prendre la fuite. C'est ainsi que l'actuel président centrafricain est arrivé au pouvoir avec le soutien des rebelles de la Séléka qui sont devenus ses propres ennemis. Michel Djotodia qui en appelait à la France après avoir dissous la coalition rebelle de la Séléka. Aussi, au regard de notre histoire en Centrafrique, on peut légitimement s'interroger sur les différentes motivations d'une nouvelle intervention dans l'ancienne colonie. L'ordre du jour réel... Merci, monsieur le député. Au moins, on sait qui a déstabilisé le Centrafrique depuis sa pseudo-indépendance. Là, vous parliez en 2013.
N'est-ce pas? Voilà un autre exemple. Et on peut prendre l'histoire de Djibouti, l'histoire des Comores, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire du Cameroun, l'histoire du Gabon. Hein? On peut prendre l'histoire du Sénégal, on peut prendre l'histoire même du Togo, on peut prendre l'histoire du Bénin, et on retrouvera le même schéma, oui ou non? Faut-il prendre l'histoire de tous ces pays-là ce soir? Non. Donc la première raison est incontestable. La rupture de l'accord de coopération et de défense est une crise de confiance qui ne date même pas de l'actuel président tchadien, mais qui date même du régime précédent et même de plusieurs régimes avant.